Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt ? Alors c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Pascal Alford. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît, et nous expliquer un petit peu ton parcours dans le métier commercial ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pascal Alford. Je suis consultant formateur indépendant. Mon terrain de jeu, c'est la banque et l'assurance. Et j'ai passé donc 27 ans dans une compagnie d'assurance. J'y ai fait à peu près tout ce qu'on peut y faire comme métier en termes de management commercial. J'y ai aussi fait de l'administration commerciale de réseau, du contrôle interne et du marketing stratégique. Et je suis installé maintenant comme consultant formateur depuis 17 ans. J'interviens surtout dans deux grands domaines, la performance commerciale et l'accompagnement managérial. Allez, 3 questions d'entrée de jeu pour marquer l'interview. Première question, comment en es-tu arrivé au métier de vendeur ? Alors en fait, c'est un hasard, un pur hasard. Au départ, moi, je suis pharmacologue de formation, je suis docteur en pharmacologie, et j'ai publié un article un jour sur une méthode mathématique, une méthode statistique liée à des essais pharmacologiques. Et l'article a été lu par quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'assurance. Il m'a demandé de le rencontrer. J'ai déjeuné avec lui et à la fin, j'ai été séduit par ce domaine d'activité. Et donc ensuite, j'ai fait tout le parcours d'un jeune de l'époque, donc c'était il y a une quarantaine d'années, de façon à accéder à des postes de direction. Et ça passait par le fait de réussir une période commerciale terrain. Et en fait, je suis jamais ressorti, quasiment jamais ressorti du terrain. J'ai fait quelques allers-retours sur du fonctionnel, mais où franchement je suis le plus à l'aise et vraiment je prends vraiment beaucoup de plaisir. C'est dans la relation à l'autre, que ce soit de la relation avec les collaborateurs ou que ce soit la relation avec les clients. Et aujourd'hui, je suis en fin de carrière et j'ai la prétention de croire que j'ai des choses à apporter à des gens qui embrassent la profession commerciale dans la banque ou dans l'assurance, ou aussi qui, à un moment, sont positionnés sur des postes de managers de commerciaux. D'accord, ok. C'est assez fou comme aventure de passer de la pharmacie au métier de la vente. C'est le concours de circonstances par excellence. Oui, alors c'est plutôt il y a une quarantaine d'années, personne ne voulait travailler pour une compagnie d'assurance. C'était pas prestigieux. Moi au départ, je rasais les murs. Ma belle famille prétendait que j'étais gestionnaire de patrimoine, mais pas vendeur d'assurance, parce que ça faisait pas bien dans le dispositif. Et donc, le recrutement était très ouvert. On te recrutait plus pour tes capacités d'évolution et pour tes capacités à démontrer l'obtention de résultats, plutôt que parce que tu avais des diplômes, des choses comme ça. Donc moi, mes collègues, il y en a un qui était directeur financier
d'un grand chausseur, l'autre c'était un architecte, un autre s'était baladé dans le domaine financier, parce qu'en fait c'était tellement dur de recruter qu'on recrutait plutôt sur des capacités que sur des diplômes ou ce genre de choses. D'accord. Et selon toi, c'est parce que le métier était tout nouveau ou parce que il n'y avait pas d'appétence particulière pour la vente à l'époque? Non, je pense qu'il y avait plusieurs raisons. La première raison, c'était le mode de rémunération. Dans les compagnies d'assurance, il y a une quarantaine d'années, le mode de rémunération, c'était que de la commission. Même les frais de déplacement, c'était un pourcentage de commission sur les affaires réalisées. La deuxième raison, c'est que dans le fond, ces compagnies d'assurance, elles jouaient sur le nombre. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une vingtaine de recrutements par semaine, il y avait 15 jours de formation, c'est une formation monoproduit, tu avais un discours à apprendre, et après, si tu résistais, très très vite, tu devenais chef des ventes, directeur régional, parce que c'est pas parce que tu étais meilleur que les autres, hein, c'est parce que tu étais moins mauvais, et que donc t'avais ta courbe d'apprentissage fait que tu résistais. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, on recrute des gens qui sont diplômés. Les parcours de formation sont très très lourds. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un qui va vendre dans une banque, il a quasiment 600 heures de formation, dont une partie réglementaire et obligatoire pour plus de la moitié. Moi, ma formation à la vente, ça a duré 10 jours. Waouh, c'était une époque pas facile pour les commerciaux. Hein. Ou pas facile ou très facile. Ça dépend comment on regarde les choses. Pas facile parce que le taux d'échec était très élevé, ou très facile si très très vite ta courbe d'apprentissage faisait que tu arrivais à te mettre dans une situation qui faisait que tu étais le meilleur parmi les pires et donc tu devenais assez rapidement manager. D'accord. Ce qui a été mon cas. Ok, ça fait un écrémage assez rapide. Oui. Ok. Deuxième question, Pascal, quelle est pour toi la qualité mentale principale d'un vendeur? Pour moi, c'est la pugnacité. Ne jamais rien lâcher. Hein, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on prétend être sortie de la bouche de la reine d'Angleterre, c'est « never explain, never complain ». Jamais se justifier et jamais se plaindre. Pour moi, la structure mentale que tu dois avoir quand tu es soit un indépendant, comme moi là, soit un commercial, soit un manager, c'est d'être dans un mécanisme permanent d'essai et d'erreur, et dans lequel tu vas jamais chercher à justifier, par exemple, tes mauvais résultats par des facteurs externes, mais simplement te remettre en cause. Donc, moi, j'appelle ça la pugnacité. Et la deuxième qualité mentale, qui est malheureusement très peu fréquente, c'est le fait de jouer sur la loi des nombres. C'est-à-dire que plus tu bosses, plus tu as de chance. Moins tu bosses, moins tu as de chance, moins tu es dans le confort mental. Et ça, je l'ai constaté et je le constate de plus en plus. Moi, j'ai des collègues formateurs aujourd'hui qui ont arrêté de vendre depuis de nombreuses années et qui prétendent former les autres à la vente. Moi, je n'ai pas arrêté de continuer à prospecter. Okay. J'ai dépassé largement les 60 ans et je continue à appliquer une règle que j'avais lorsque je débutais dans l'assurance, qui était la règle du 7-4-2, c'est-à-dire si tu fais 7 contacts, 4 propositions, tu feras 2 affaires. Alors avant, le 7-4-2, c'était hebdomadaire, maintenant mon 7-4-2, il est mensuel. Mais je continue à prospecter. Excellent. Parce que le seul moyen d'avoir de la chance, c'est de la provoquer. Et plus tu provoques de contacts, plus t'es pugnace, et moins tu souffres d'une difficulté liée à l'obtention de résultats. C'est clair. Il y a toujours de toute façon un prix à payer pour obtenir des résultats. Ça tombe pas comme ça du ciel. C'est ça. Les Anglais aussi ont une phrase pour dire ça, c'est aussi no pain, no gain. Ouais, c'est exactement ça. No pain, no gain. Et je pense que dans le domaine soit de l'indépendance, parce que l'indépendance c'est un prix à payer, eh bien ce prix à payer c'est de jamais relâcher
sa capacité à prospecter et de jamais se mettre en situation de difficulté. Parce que quand tu te mets en situation de difficulté, tu baisses tes prix. Quand tu baisses tes prix, tu dois travailler plus. Et le commercial, c'est la même chose. À partir du moment où tu es pas dans ton rythme d'activité optimale, eh bien, ça joue sur ton moral, ça joue sur ton mental, parce que tu vas toi-même vers des difficultés parce que tu n'as plus assez de matière. Et puis après, tu te poses des questions. Est-ce que je suis bon? Est-ce que c'est l'externe? Et alors là, c'est le début de la fin, quoi. C'est clair. Et puis ça occasionne des résultats en dents de scie. C'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Pascal, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il? Accueillir. Bon, pour moi, la vente, c'est accueillir l'autre, c'est accueillir ses attentes, c'est accueillir ses signaux faibles, c'est accueillir les non-dits, c'est accueillir parfois une forme de mauvaise foi. Pour moi, tout ça, c'est synonyme de la vente. La vente, c'est accueillir l'autre avec une nécessité d'altérité, puisqu'on est tous différents, donc il faut accepter que l'autre soit différent, avec une nécessité d'assertivité, puisqu'on est là pour une bonne raison, qui est d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé, avec 2 interdits. Le premier interdit, c'est la violence. Alors pas la violence physique évidemment, mais la violence mentale. Et le deuxième interdit, que je trouve de moins en moins à notre époque, c'est la manipulation. La vente aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus de la manipulation. Et pour une raison relativement simple, c'est que la fréquence de vente nécessite beaucoup d'activité, nécessite beaucoup de travail, nécessite d'aligner des heures, et qu'on est dans un mode de vie aujourd'hui dans lequel on veut des loisirs, on veut bien gagner sa vie, on veut de l'indépendance, et tout ça, c'est un petit peu incompatible. Et donc, on a tendance à être dans la manipulation de l'autre pour atteindre ses objectifs. D'accord, on prend des raccourcis, quoi. Ouais, et puis on prend surtout des raccourcis avec soi-même, quoi. On prend des raccourcis avec sa propre intégrité professionnelle. Je comprends. Allez, nouvelle question. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ dans une vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite pour développer tes résultats de vente, pour les améliorer? Alors, ce que je fais tout de suite, c'est d'essayer d'observer ceux qui réussissent dans mon domaine et d'essayer de voir quels sont les facteurs clés de succès qu'ils mettent en œuvre pour réussir. Et ça me paraît important. La notion d'observation, quand tu rentres par exemple dans un nouveau secteur d'activité, ce qui m'arrive de temps en temps, d'aller en dehors de la banque ou de l'assurance, eh bien je me pose la question d'observer les meilleurs commerciaux et de voir quels sont les facteurs clés de succès qu'ils mettent en œuvre dans leur domaine. Ça a été un peu aussi ce que j'ai été amené à devoir faire, et probablement comme beaucoup de gens, au moment où la Covid est arrivée et nous a empêchés de travailler en présentiel. Il a fallu très très vite retomber sur nos pattes et se mettre en apprentissage de meilleures pratiques pour vendre à distance, pour former à distance, pour animer les groupes de travail à distance et s'emparer d'outils que moi je ne maîtrisais qu'à la marge. Voilà. Et j'ai constaté à ce moment-là qu'il y avait 2 types de personnes qui m'entouraient, des collègues à moi. Ceux qui avaient trop longtemps expliqué que on peut pas apprendre à jouer au foot avec FIFA sur PlayStation, sauf que ils se trouvaient pris à leur propre piège parce que s'ils voulaient continuer à jouer au foot, il fallait qu'ils passent sur PlayStation. Donc tous ceux qui crachaient sur Teams, Zoom et autres façons de travailler à distance, se retrouvaient à s'être tiré une balle dans le pied. Et puis il y a eu un état de sidération aussi, qui fait que cet état de sidération, moi, m'a été extrêmement bénéfique, parce que pendant que les gens étaient sidérés, moi, je continuais à faire mon petit 7-4-2, donc à essayer d'avoir 7 contacts. Alors cette fois-ci, j'étais revenu en hebdo, de sortir de ma zone de confort. Donc j'ai travaillé par exemple pour des CCI, des chambres de commerce et d'industrie. J'ai travaillé sur des aspects préparation opérationnelle à l'emploi pour ce genre de choses. Donc je suis sorti de mes zones habituelles. Et je pense que quand tu es commercial ou quand tu es indépendant, c'est quelque chose
que tu peux obtenir par observation des autres. Je parle pas de mimétisme, hein, mais je parle bien d'observation. Et tu vas faire en sorte, non pas de les imiter, mais d'essayer d'en tirer l'incandescence. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui aujourd'hui permet d'aller découvrir d'autres secteurs d'activité, par exemple. Encore faut-il être capable de se remettre en question et d'accepter de sortir de sa zone de confort. Je sais pas comment toi t'as vécu la Covid, mais moi j'ai perdu 84 jours de travail entre le 4 et le 14 mars. Entre le 4 et le 14 mars, entre les mails et les coups de fil, j'étais à 84 jours de travail programmés qui se sont envolés. Ah oui, tout s'est arrêté, nous aussi. Hein. Les salariés en arrêt de travail, et puis de toute façon, on pouvait plus faire de rendez-vous, donc oui, ça s'est clairement arrêté. Hein. Donc là, tu as deux postures. La première posture, c'est tu te plains, tu te flagelles, hein, c'est le nom de la rose. Hein. Donc du matin jusqu'au soir, tu te flagelles. Première posture, ça n'a jamais été la mienne. Ou deuxième posture, tu prends les choses comme elles viennent petit à petit et tu commences à regarder. Donc par exemple, au tout début du premier confinement, j'ai commencé moi à regarder des webinaires parce qu'il y en avait plein dans tous les sens. Et puis j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a peut-être ça à apprendre, il y a peut-être ça à apprendre, il y a peut-être ça à apprendre. Et j'ai relancé la prospection où je suis repassé en 7-4-2 hebdomadaire au lieu d'être en 7-4-2 mensuel. Et j'ai fait des choses que je n'aurais jamais fait sans ce Covid. Par exemple, retravailler pour des organismes entre guillemets d'État. Hein, voilà. Ok. Quels sont les fondamentaux du métier commercial selon toi ? Alors je pense qu'il y a trois fondamentaux. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la prospection et de la diversification de tes sources de prospection. Et aujourd'hui, il y a pas mieux. Aujourd'hui, on vit une époque formidable, puisque aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, tu as une foultitude de réseaux sociaux. Alors moi, je suis très branché sur LinkedIn. Mais aujourd'hui, tu as TikTok, tu as Instagram, tu as plein de réseaux sociaux sur lesquels tu peux aller faire ton marché. Il reste aussi pour moi la prospection téléphonique, qui reste aussi une arme redoutable si tu la pratiques avec efficacité et si surtout tu aimes ça. Donc il y a vraiment cette capacité à prospecter qui pour moi est vraiment un fondamental, hein, qui malheureusement... moi, j'entends souvent des commerciaux dire « j'ai pas le choix, je suis obligé de prospecter ». Et moi, je dis « ouais, chouette, je vais prospecter ». Moi, j'adore la prospection, j'adore être confronté à des gens, à essayer de les découvrir, de les connaître et de faire en sorte qu'ils vont m'accorder un quart d'heure au téléphone ou en visio ou en entretien physique. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose après, c'est la capacité à essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de découvrir en fait ses valeurs profondes. Et quand tu es en B2B, ce qui est moi quasiment tout le temps mon cas, hein, je suis jamais en B2C maintenant, de voir en fait dans les non-dits où sont les points de douleur. Et ça, pour moi, c'est une vraie capacité à développer commerciale. Alors, j'ai compris très tardivement. Hein. Ça fait pas très longtemps que j'ai compris ça. Ça fait peut-être 4-5 ans. Je m'intéresse, moi, plus aux non-dits que ce qui est réellement dit. Et quand tu as découvert les non-dits, tu peux les creuser et tu peux apporter une réponse intelligente, entre guillemets, commercialement intelligente. Et la troisième chose, ce que je constate aussi fréquemment chez les commerciaux, c'est la peur de conclure. La peur de closer. Toujours pour la même raison, c'est que la plupart des commerciaux ont tellement peur de prospecter, ils ont tellement peur de prospects, ils ont tellement peu de prospects qu'ils ont peur de rater la vente. Donc au lieu de closer, ils retardent le moment du closing, ils retardent le moment de la conclusion parce qu'ils ont peur d'avoir un non. Et ça, c'est pour moi la troisième chose. C'est 90% de non et 10% de oui. Si tu n'acceptes pas d'avoir des non, tu n'auras jamais des oui d'achat. Et donc, pour moi, ça c'est le troisième fondamental, c'est d'accepter et de réfléchir quand tu as un non à pourquoi tu as eu un non. Voilà. Pour moi, c'est les trois choses. La prospection,
la découverte, mais au sens large du terme, avec les non-dits, avec les signaux faibles. Et le troisième, c'est le confort de closer. Ça fait sens avec la prochaine question qui est quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale? La première valeur, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui est commercial, manager, peu importe, pour moi c'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait une très forte intégrité. Et cette très forte intégrité, elle doit passer par le fait de ne jamais manipuler l'autre. L'influencer, certes, mais le manipuler, jamais. Et la deuxième valeur, qui est vraiment une valeur profonde, c'est que si je suis convaincu du bien que je fais à l'autre, je vais le faire, et je vais le faire avec bonheur, je vais le faire avec pugnacité, je vais rien lâcher parce que je suis convaincu que la solution que je suis en train de développer, c'est la meilleure solution pour la personne que j'ai en face de moi. Et dans le B2B, de temps en temps, moi, ça m'oblige parfois, quand j'interviens comme une brique dans un système, eh bien, à remettre en cause parfois les autres briques. Et ça, j'ose le faire parce que si je rate une affaire, c'est pas grave. J'en ai tellement d'autres. Et ça, c'est pour moi une forme d'intégrité très très forte. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu transiges jamais? Ouais, la discipline, en fait, c'est vis-à-vis de moi-même. Moi, je suis mon pire ennemi, en fait. Je suis mon pire ennemi et donc je ne transige jamais avec ma capacité à aller au fond des choses. Et donc parfois à dire non, ça je vais pas le faire, ou ça je suis pas compétent. Là par exemple, on m'a proposé un projet, je l'ai refusé parce que c'est pas dans mon cercle de compétences actuel et que j'ai pensé qu'il me fallait une dizaine de jours pour m'acculturer à ce sujet. C'est un sujet assurantiel mais que je maîtrise absolument pas. Eh bien, j'ai refusé d'intervenir parce que je pensais que je n'apporterais aucune valeur ajoutée aux clients sur le sujet. Dans nos métiers, il faut que tu apportes de la valeur ajoutée. Et pour apporter de la valeur ajoutée, faut que tu aies suffisamment d'intégrité pour dire là non, je vais pas y aller parce que je suis non sachant ou pas assez sachant. Une petite question sur l'énergie du commercial. Comment gères-tu ton énergie pour performer? Est-ce que tu as des techniques particulières? Ouais, je suis un marathonien. C'est-à-dire que quand je dois manger un éléphant, je me munis d'une petite cuillère et je le mange petite cuillère après petite cuillère. Donc, dans nos métiers, c'est pas un sprint de temps en temps, c'est un marathon. Et ce marathon fait que il faut le faire doucement, mais il faut le faire longtemps. Et donc, l'image que j'ai souvent, qu'on m'a transmise il y a de nombreuses années, c'est que quand tu dois manger un éléphant, si tu as une petite cuillère, tu vas le manger petite cuillère après petite cuillère. Donc moi, les gens qui débordent d'énergie, qui sautillent, c'est pas moi. J'ai failli ne pas me faire recruter dans cette compagnie d'assurance parce que, je vais te raconter en 2 secondes, à l'époque, il fallait passer des tests psychotechniques. Et la personne qui me faisait passer les tests, la première chose qu'elle m'a dit, parce qu'elle m'a fait changer d'étage et changer de bureau, et elle m'a dit mais je constate que vous ne montez pas très très vite les escaliers. Et donc peut-être que pour un métier de commercial et par la suite de manager, vous manquez peut-être d'énergie. Je ne suis pas sûr que ce soit la vitesse à laquelle tu montes des escaliers qui détermine ton énergie, mais plutôt le nombre d'escaliers que tu seras capable de monter. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, elle m'a demandé de regarder une image. Donc, j'ai regardé l'image et après, elle m'a demandé de la redessiner. J'étais incapable de la redessiner. Elle m'a pas demandé de mémoriser l'image, elle m'a demandé de la regarder. Et je l'ai regardée au plan esthétique. Je l'ai absolument pas regardée, de toute façon, à la mémoriser. Et donc, j'ai failli ne pas être recruté à cause de ça, puisque cette brave psychologue a rendu un rapport me concernant extrêmement défavorable. Parce que je courais pas, et parce que je répondais strictement aux consignes. Dans nos métiers, c'est plutôt une énergie dans la durée plutôt que le fait de sautiller. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que c'est pour toi, Pascal, une vente parfaite? Une vente parfaite, pour moi, c'est quand le client, 3, 4, 5, 10 ans après que tu recroises, se rappelle la façon dont tu as traité le projet avec lui. Et se rappelle des bons et des mauvais moments. J'entretiens des relations dans la durée avec mes clients
Et souvent, mes clients me relatent des moments de crispation dans les projets et des moments de bonheur. Eh ben, pour moi, ça, c'est une vente parfaite. La vente parfaite, c'est quand 3, 4, 5 ans après, il reste quelque chose dans l'échange humain que tu as eu avec ton client. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition du succès d'un point de vue commercial ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir aux échecs pour en vivre le moins possible. Moi, je fête jamais mes succès. Quand je travaille avec des personnes, par exemple, et qu'on réussit un appel d'offres, on l'a réussi. En revanche, quand on le rate, ce que je fais, c'est que je laisse passer 48 heures et après, je refais le scénario et j'essaye avec mes collègues de trouver où ça s'est mal passé et comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Donc moi, je suis pas dans une logique de succès, je suis plutôt dans une logique d'apprentissage permanent. Ok. Quelle est l'opportunité que tu as su saisir dans ton parcours commercial et qui a changé ta vie ? Alors, j'en ai saisi plein des opportunités. Je peux t'en citer 2 ou 3. À un moment, j'ai été indépendant, j'ai été agent fédéral d'assurance et j'ai saisi l'opportunité qui était la suivante. Je suis dans la région de Toulouse et à ce moment-là, il y avait un retard sur la production du A380. Et donc, je vais apporter des réponses assurantielles à des gens qui tournaient autour de ce projet parce que les premiers contrats, c'était des tout petits contrats. Et moi, j'ai trouvé ça assez fun parce que c'est un domaine que je ne connaissais absolument pas. Et donc, ça me permettait de découvrir ce domaine-là. J'en ai saisi une deuxième quelques temps après. J'ai été interrogé par un grand constructeur parce que il changeait de principe constructif et que personne ne voulait présenter son dossier à un quelconque assureur. Alors moi, je suis allé sur le chantier, j'ai essayé de comprendre. Alors, je suis pas du tout ingénieur de bâtiment, c'est pas du tout ma formation, mais j'ai regardé comment ça se passait. Et puis, ça m'a permis de me saisir de ce dossier, d'accompagner ce client sur ce premier dossier, et je suis devenu le référent sur ce type de dossier. Et donc des opportunités comme ça, mais j'en ai toujours plutôt provoqué, tu vois, que saisi. Le mot, c'est plutôt provoqué que saisi. Un des premiers jolis contrats que j'ai fait en tant que consultant formateur, en fait, j'ai détecté une annonce pour un recrutement et j'ai essayé de convaincre la personne qui recrutait qu'il fallait pas du tout qu'elle recrute, mais il fallait qu'elle s'associe temporairement avec un consultant comme moi, parce qu'elle ne connaissait rien à la législation sur le travail en France pour les commerciaux. Parce que c'était une boîte allemande qui voulait s'implanter, voulait implanter un cabinet de courtage spécialisé sur le territoire français. Et donc, la dame que j'ai appelée, la première fois, elle n'a pas compris du tout ma démarche. Parce qu'elle pensait que je voulais être recruté. Ben non, je voulais pas être recruté, je voulais l'accompagner. Et c'est un des plus beaux contrats que j'ai fait, qui a duré relativement longtemps, et pour lequel je suis très très fier. Et des histoires comme ça, je pourrais t'en raconter plein, quoi. Ok, excellente celle-ci, de saisir cette opportunité et de proposer ton service là-dessus. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes et qui rebooste ta confiance en toi ? J'ai pas besoin de me rebooster, tu sais. Moi, je suis dans la logique des grands nombres. Et je suis dans la logique du travail permanent et tout ça, et donc j'ai pas cette vision des choses en disant chouette, enfin une victoire, ou chouette, encore une victoire. Je suis vraiment pas dans ce truc là, moi. Je suis vraiment dans une moi j'adore prospecter, j'adore me mettre en danger en prospection, et donc mes victoires, c'est à chaque fois quand quelqu'un que je vais rappeler 3, 4, 5, 6, 7 fois me dit bon allez, ok, cette fois-ci j'accepte de vous rencontrer. Alors moi j'ai un système de prospection qui est très très simple, c'est je rappelle les gens même jour, même heure, 1 an après. Et récemment il y a un type qui m'a dit mais c'est la 5e année que vous m'appelez, arrêtez de m'appeler. Je dis très bien, je vais confier votre dossier à quelqu'un d'autre, parce que j'ai tellement investi de temps et d'énergie sur la relation que j'ai établie avec vous que je peux pas rater ça. Et le gars qui me dit allez, je vous accorde 1 quart d'heure. Voilà. Et tu vois ça, j'adore ça. J'adore le fait de convaincre quelqu'un il faut qu'il me reçoive. Et on verra. Peut-être que ça donnera quelque chose ou rien, c'est pas grave.
C'est lié à ce trait dont tu parlais au début, la pugnacité. Hein. Vraiment, là, il faut... Ouais. Là, les moins bons ont abandonné déjà. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ok. Je pense que tout le monde a besoin d'un mentor dans la vie pour réussir. Comme disait Jim Rohn, on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet et s'il est positif, est-ce que tu as un mentor ? En fait, moi, j'ai changé de mentor au fur et à mesure de l'évolution de ma vie professionnelle. Le premier mentor que j'ai eu, c'était dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. Hein. C'était un type qui s'appelait Bavrez, qui était directeur de recherche et qui a fixé un cadre avec moi, qui était un cadre d'exigence intellectuelle. Donc ça a été mon premier mentor que j'ai eu pendant quelques temps. Après, j'ai eu un deuxième mentor qui s'appelait Giraud, qui était directeur régional de la première compagnie d'assurance dans laquelle j'ai bossé, et qui avait une vision extrêmement détachée du résultat. Il regardait jamais les résultats, il regardait toujours la façon d'obtenir les résultats des uns et des autres. Ça a été mon deuxième mentor que j'ai gardé pendant très longtemps d'ailleurs. Même quand je ne travaillais plus avec lui, même quand j'avais changé de compagnie d'assurance, je continuais à avoir des relations avec lui parce que il m'apportait des choses qui étaient un regard différent sur comment on construit un résultat et non pas d'être fier de son résultat. Ça a été mon deuxième mentor. Le troisième, c'est très grand professionnel de l'assurance qui, dans les années 90, au milieu des années 90, m'a aidé à réfléchir de façon complètement différente. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais le voir avec un problème, à l'époque, j'étais responsable de la publication des résultats d'une compagnie d'assurance. Je préparais les conseils d'administration et à chaque fois que j'allais le voir en lui disant écoute, j'ai un problème, il me disait ouais, mais c'est normal parce que tu l'as pas bien posé. Voilà comment faudrait le poser. Donc en fait, j'ai changé de mentor au fur et à mesure de ma carrière. Moi, j'aspire beaucoup les autres. Hein. J'ai jamais rien créé de ma vie. Hein. Moi, j'ai la fierté de dire que j'ai jamais rien créé. Quand des gens me disent mais pourquoi t'écris pas un bouquin, parce que j'ai rien à écrire. Il y a tellement de choses qui ont été écrites, il faut les récupérer, il faut essayer de les traiter et il faut essayer de les améliorer. Donc moi je suis un récupérateur et donc je récupère beaucoup de ce que font pas complètement les autres. Et c'est pour ça que je change assez régulièrement de mentor. Quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser ? Sur un projet qu'on a raté avec un collègue et pour lequel très très vite le collègue s'est mis en opposition avec moi en essayant de rejeter sur moi la responsabilité de cet échec. Et ça m'a énormément fait réfléchir sur la capacité qu'on a tous, qui est une capacité différente, à traiter le problème de l'échec ou de l'erreur. Et ça m'a beaucoup aidé. C'était il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et ça m'a permis de me dire qu'il faut jamais parler d'échec, mais toujours parler d'erreur pour essayer de détecter l'erreur pour que la prochaine fois, on refasse pas cette erreur. Parce qu'en fait, pour moi, l'échec, c'est une fin, quoi. C'est ça y est, on est en échec, on est assis par terre, on a été complètement retourné par la situation. On est quasiment en action, quoi. Alors qu'une erreur, tu vas en tirer un bénéfice, et ce bénéfice, il va être durable. Hein, voilà. Donc ça, je l'ai très mal vécu. Hein, c'était un énorme projet, et je l'ai très très mal vécu parce que mon collègue a essayé de me faire porter la responsabilité de l'échec, et ça m'a obligé à réfléchir à cette notion d'échec, et moi je évacue ça. Pour moi, il y a des erreurs à ne pas recommettre. Mais cette notion d'échec, je l'évacue. Ok. Quel est le meilleur conseil, Pascal, qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale ? Le 7-4-2, dont je te parlais tout à l'heure. Ça, il va impacter ce 7-4-2, j'en suis sûr. Alors, pour te donner une anecdote, à un certain moment, le centre de formation de la compagnie d'assurance pour laquelle je bossais, il y avait plus de secrétaire, et donc on a fait changer le code d'accès pour ouvrir la porte, et on a fait mettre 7-4-2 pour que les gens, quand ils rentraient dans cette compagnie d'assurance, ils sachent à quoi ça correspond, ce 7-4-2. Ah ouais, parfait. 7 contacts utiles, 4 propositions, 2 affaires.
Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, tu vois. Ouais. Je vois ça. Ça va marquer nos auditeurs, j'en suis sûr. Quelle est selon toi la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Ma plus grande caractéristique, plutôt que qualité, mais caractéristique, c'est cette fameuse pugnacité. C'est-à-dire que quand je suis en relation avec l'autre, si je dois le heurter, mais pour atteindre un résultat qui est positif pour lui, je le ferai. Si je dois ne pas aller dans son sens, eh bien je le ferai. J'ai pas d'interdit, tu vois. Mes interdits, je repousse les limites de mes interdits si je pense que c'est pour le bien de l'autre. Quand j'étais manager et que je récupérais une nouvelle équipe, ce que je disais souvent, c'est que les gens que j'ai pas licenciés ont adoré travailler avec moi. Et je continue à être dans cette logique-là. Il y a deux types de gens. Les gens qui exècrent travailler avec moi, parce que je leur conviens pas, ma structure mentale leur convient pas, et les gens qui adorent travailler avec moi. Ma posture à moi, c'est de pas être d'accord avec tout le monde. J'ai jamais cherché à être d'accord avec tout le monde. Parce que d'abord, c'est pas possible, et puis parce que c'est trop dur, quoi, c'est trop fatigant. Donc tu vas travailler avec des gens, tu vas les influencer, tu vas les aider, puis d'autres ils vont pas t'aimer. Ils vont pas aimer travailler avec toi, ils vont pas aimer ma communication qui peut être paradoxale, qui peut être déroutante. Bon, voilà, c'est comme ça. Je partage totalement ce mode de fonctionnement. Ça sert à rien d'essayer de plaire à tout le monde, c'est nul, je trouve. Et ça amène pas à la performance. Vaut mieux cliver comme ça, mais cliver intelligemment, je trouve. Et on est mieux suivi par ceux qui adhèrent à notre discours et à notre façon de penser. Prochaine question. On sous-estime souvent l'importance de l'organisation dans le métier de vendeur. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale? Alors, ce que moi j'ai constaté qui pêchait le plus souvent, c'est sur les relances commerciales. Moi, je m'oblige à relancer tous mes contacts et à les ordonnancer. Donc, j'ai une méthode de relance qui fait que un prospect que j'ai rentré dans mon pipe, il va pas ressortir. Je te disais tout à l'heure, par exemple, j'ai relancé 5 années de suite, même jour, même heure, mes prospects. Et c'est qu'au bout de 5 ans, je vais lâcher l'affaire. J'utilise énormément Sales Navigator. Sales Navigator, c'est un applicatif tiré de LinkedIn. Eh bien, il y a des fois où, en ce moment, j'ai 1600, un peu plus de 1600 comptes que je suis. Il y a des gens sur lesquels j'ai 20, 30, 40 interactions avant même de déclencher un rendez-vous, avant même de faire une demande de rendez-vous. Parce que j'estime que j'en sais pas encore assez pour avoir une efficacité suffisante sur ma prise de rendez-vous, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je constate chez la plupart des commerciaux qui n'existe pas. Ils ont raté l'affaire, ils ont raté leur closing, ils ont raté leur présentation, ils en restent là. Effectivement, il y en a peu qui sont capables de relancer plusieurs fois. Et pour ça, aujourd'hui, tu as tous les outils qui vont bien. Tu as des outils de CRM, tu as tout ce que tu veux qui vont très, très, très bien. On va parler maintenant des émotions dans la vente. Comment gères-tu tes émotions dans la vente? Est-ce que tu es sensible au niveau émotionnel ou est-ce que tu agis de manière assez neutre? Moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'être au service de l'autre, au service de ses émotions, au service des non-dits de l'autre, et j'essaye d'être dans une posture dans laquelle je vais éviter la contagion émotionnelle avec l'autre. Moi, j'ai pas besoin alors je préfère évidemment travailler avec des gens que je trouve sympas, mais c'est pas une nécessité absolue. Pour moi, la nécessité absolue, c'est de bien comprendre l'autre et de bien être au service de l'autre. Et donc, ce que je recherche, moi, c'est d'être dans la compréhension de ce qu'est l'autre et non pas dans une forme de sympathie. Et pour moi, ça, c'est essentiel. C'est l'empathie à tous les niveaux, c'est ça? Ouais, on peut appeler ça de l'empathie cognitive. Certains appellent ça de l'empathie cognitive. T'as raison.
Tu connais le livre de Chris Voss qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux? Non. C'est un négociateur du FBI qui a été envoyé dans des opérations très très complexes et donc il explique le concept de l'empathie tactique. Très très bon livre, notamment pour tous les vendeurs. Très bon livre. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, Pascal, la résilience du commercial? Pour moi, un commercial qui n'est pas résilient, c'est pas un commercial dans la durée. Si tu n'acceptes pas ton taux de non-signature plus important que ton taux de signature, tu vas pas durer. Tu vas pas durer dans l'intégrité, tu vas pas durer dans l'éthique, tu vas manipuler, et à un moment, tu vas chercher à faire autre chose. Parce que, pour moi, la base de notre métier, alors que ça soit le métier de consultant, ou que ça soit le métier de manager, ou que ça soit le métier de commercial, c'est d'abord de l'intégrité. Et pour être dans l'intégrité, il faut que tu aies des valeurs profondes que personne et jamais ne sera atteint, tu vois. Et pour moi, ça c'est vraiment fondamental. Ok. Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde? Le talent. Tout le monde pense avoir du talent, et je pense que le talent, ça sert à rien, sauf à te mettre des embûches. Je te le disais tout à l'heure, moi, il y a plein de gens qui me disent, mais pourquoi t'écris pas un bouquin? Mais parce que j'ai rien à dire. Il y a tellement de gens qui ont écrit des bouquins dans notre domaine, qu'est-ce que je vais rajouter de plus ou de mieux, tu vois? Et il y a plein de gens qui pensent avoir des talents. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a un élevage de gens qui pensent avoir du talent. Moi, je crois plus au travail qu'au talent. Voilà. Donc, souvent, l'étalage de talent m'exaspère. Je suis exaspéré par les gens soi-disant talentueux. Moi, je suis un laborieux. Je suis pas un talentueux. Excellent. Moi, par contre, contrairement à toi, j'ai écrit un livre qui s'appelle 24 clés mentales pour devenir un vendeur légendaire. Et justement, je suis entièrement d'accord avec toi dans ce livre. Si tu as du talent, c'est bien, mais c'est pas comme ça que tu deviendras un vendeur légendaire. C'est par le travail et uniquement par le travail. Pour avoir fait du basket à haut niveau, j'ai vu beaucoup de sportifs qui étaient dans mon équipe, qui étaient extrêmement talentueux, mais qui se reposaient sur ce talent, et finalement, ils ont disparu de la circulation assez rapidement. Alors que ceux qui bossaient, ils ont réussi à performer et à arriver à obtenir de bons résultats. Ok, Pascal, il y a deux choses, tu vois, pour aller dans ton sens, il y a deux choses qui m'exaspèrent, c'est quand les gens me disent « Ah ouais, mais toi, t'as de la chance ». Alors ça m'exaspère au plus haut point. Parce que c'est un facteur différenciateur. Si tu arrives à faire ce que tu fais, c'est que tu as de la chance. Non, si j'arrive à faire ce que je fais, c'est parce que je me lève tôt, je me couche tard, et qu'entre les deux, j'essaie de mettre un petit peu de compétences. Ça, c'est la première chose. Et les gens qui disent aussi « Ah ouais, mais moi, je préfère avoir du temps libre, je préfère avoir ceci, je préfère avoir cela, quitte à ne pas réussir complètement. » Mais ça, c'est le bal des faux culs. C'est parce que en fait ces gens-là savent qu'ils lâchent pas leur coup. Tu parlais tout à l'heure d'un basketteur. Alors on peut prendre n'importe quel sportif. Un sportif, il va passer 90% de son temps à s'entraîner et 10% de son temps à être en compétition, ou 5%, j'en sais rien. Je connais pas les chiffres exacts, et puis c'est pas très important. Et donc celui qui est, il veut bien être compétiteur, mais sans s'entraîner et sans que ça soit, sans qu'il y ait du sang et de la sueur, tu vois. Et ça, c'est les deux choses qui m'exaspèrent. Ah ouais, mais toi, t'as de la chance. Ou alors, ah ouais, mais toi, tu réussis, et moi, je veux pas ça, parce que moi, je veux aller jouer au golf, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ok, t'as le droit de déguiser ton incompétence inconsciente dans le fait que c'est toi qui as décidé de pas être bon. T'as le droit. C'est clair. Et j'en reviens à cette situation de Carl Lewis qui disait tout le monde sait ce qu'il faut pour devenir un champion, mais il y a que les champions qui le font. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial, Pascal? Alors, jeune commercial, tu vois, j'avais pas assez d'altérité. C'est-à-dire que jeune commercial, je faisais des affaires avec des gens que j'admirais et uniquement avec des gens que j'admirais. C'est-à-dire que j'étais dans une forme d'ascension sociale où je voulais attirer le regard des gens avec qui je travaillais, qui devenaient mes clients,
par un phénomène d'aspiration sociale. Et si aujourd'hui je devais le refaire, je changerais complètement. L'altérité m'amène beaucoup plus aujourd'hui que d'observer des gens qui sont socialement plus évolués que moi. Et ça, je l'ai appris, tu vois, d'un mentor aussi. Un jour, j'étais rattaché au directeur général d'une compagnie d'assurance qui avait fait ses études, qui avait fait HEC, alors que son collègue avait fait HEC et l'ENA. Et j'ai assisté à cette discussion où il a dit à ce gars, à ce directeur général, il voulait une augmentation et il lui a rappelé qu'ils avaient fait les mêmes études. Et ce directeur général lui a dit, mais écoute, c'est ta mère qui doit être fière de toi. Alors qu'ils avaient tous les deux fait HEC et que l'autre en plus avait fait l'ENA. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. À l'époque, j'avais 32 ans. Ça m'a énormément fait réfléchir sur le statut social. Et sur cette capacité qu'on peut avoir dans certains métiers de commercial à se laisser aspirer par le statut social de qui on va vendre quelque chose, tu vois. Moi, souvent, mes interlocuteurs sont des directeurs généraux, des directeurs commerciaux, des choses comme ça. Et aujourd'hui, quand ces gens-là m'étalent leur parchemin, ben ça me fait doucement rire parce qu'à chaque fois, je pense à ce directeur général et à cette remarque, c'est ta mère qui doit être fière de toi. Ok, excellent. Oui, c'est vrai. Hein. On se laisse souvent happer par ce genre de choses. Et puis c'est une erreur de jeunesse en même temps, j'ai envie de te dire. Hein, quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. C'est exactement ça. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire, Pascal ? Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase d'un philosophe allemand, c'est Nietzsche, hein, qui dit que une épreuve qui ne tue pas un homme le rend plus fort. Mais c'est pas une punchline, mais pour moi c'est une conception de la vie. C'est-à-dire que à chaque fois que tu mets un genou à terre, ben réfléchis, qu'est-ce qui t'a amené à mettre ce genou à terre et qu'est-ce qui fait que plus jamais, pour la même raison, tu mettras ce genou à terre. Hein, voilà. Ok. Ça rejoint encore la résilience. Ouais. Et Nassim Nicolas Taleb va encore plus loin, il parle d'antifragilité, c'est-à-dire pouvoir se développer dans l'adversité. Alors je suis admiratif de cet auteur et j'ai lu son bouquin en anglais parce que je trouve que la traduction est mauvaise. Ce qui est rigolo, hein, parce que en fait c'est pas sa langue natale, hein, l'anglais, et je pense que l'antifragilité est bien plus puissante que la résilience. Je pense la même chose que toi. Je pense que c'est une qualité principale justement du vendeur. Et je sais pas si tu as lu aussi Skin in the Game, qui est très bien aussi, où on est obligé de s'engager physiquement dans un concept, dans quelque chose, pour que ça fonctionne, et pas être un quelqu'un de l'extérieur qui va donner des leçons sans être impliqué lui-même. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai eu un coach à une certaine époque parce que quand j'étais jeune directeur régional, la direction de la compagnie d'assurance craignait justement que je sois un peu fragile comme jeune directeur régional. Et donc, j'ai été coaché par un cabinet de consultants qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle le Crécy. Et le type qui m'a coaché, qui n'était pas beaucoup plus vieux que moi, il devait avoir 5-6 ans de plus que moi, il m'a mis en tête une phrase que j'adore, qui est d'enlever la pression de l'enjeu pour le remplacer par le plaisir du jeu. Et je trouve que ça, c'est un complément à cette notion d'antifragilité. C'est-à-dire si à chaque fois tu ressens une pression d'enjeu, tu arrives à la transformer d'une façon ou d'une autre en trouvant un plaisir dans le jeu, c'est-à-dire le cadre de référence, tu le modifies pour que ça devienne un jeu, et ben pour moi ça c'est le summum de l'antifragilité, tu vois. Et ça va bien au-delà de la résilience. Okay. En fait, il faut simplement changer le cadre de référence. C'est ça. Alors, quand je dis simplement, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Ben, ça pourrait être ta punchline de vendeur légendaire. Enlever la pression de l'enjeu pour accéder au plaisir du jeu. C'est ça. Ok. Ça pourrait. Merci Pascal pour ce bel échange. C'était passionnant et c'était très instructif. Vraiment, j'ai adoré cet échange. Je pense que ça va plaire aux auditeurs et qu'ils auront appris beaucoup de choses. Avant de terminer, je souhaite faire un petit top 5. C'est en hommage au sport, en fait, qui est mon autre passion en dehors de la vente.
C'est 5 questions rapides. Donc l'idée, c'est que tu puisses répondre sans trop réfléchir dans le mode question-réponse. Tu es prêt ? D'accord. Allez. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Never explain, never complain. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Le bouquin d'Aguilar, vendeur d'élite. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Prospecter, prospecter, prospecter. Excellent. Une question à poser à son client qui gagne à tous les coups. Que dois-je faire de plus ou de mieux que mon prédécesseur pour avoir une chance de travailler avec vous ? Une croyance limitante que tu as su briser. Le plafond de verre social. L'adaptation dans tous les niveaux sociaux, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, ok, t'as fait l'ENA, ok, t'as fait l'ENA, quoi. Maintenant, t'as 50 ans, on va passer à autre chose. Ok, je comprends. Avant de se dire au revoir, Pascal, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer justement un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs ? Il y a un type qui dénote d'un mental très très fort et qui est extrêmement assertif et que j'aime beaucoup parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu avec lui, c'est Jean-Pascal Mollet. Ok. J'ai vu que effectivement c'était son anniversaire la semaine dernière, je crois, et on a exactement le même âge avec Jean-Pascal. Il est de 1968, moi aussi. Ok, super, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pascal ? Sur LinkedIn. Donc ton contact principal, les points d'entrée, c'est LinkedIn. Oui. Ok. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.